Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mercredi 28 septembre. En Guinée, 13 ans après le massacre du 28 septembre, le procès de cette tuerie qui avait fait plus de 150 morts lors d'un rassemblement de l'opposition va s'ouvrir aujourd'hui à Conakry avec dans le box des accusés l'ex-chef de l'État Moussa Dadi Camara. Le Niger a décidé de suspendre le transit des produits pétroliers destinés au Mali voisin, une mesure antérieure et sans lien avec les récentes attaques de Bamako contre le président Bazoum, accusé de ne pas être un vrai Nigérien. Et François Hollande est actuellement en déplacement en République démocratique du Congo. Il s'est exprimé sur la nécessité de mettre fin aux ingérences tout en réclamant une force des Nations Unies plus efficace. Et on débute donc avec la Guinée et le procès du 28 septembre qui s'ouvre enfin. 13 ans que les familles de victimes attendent que la lumière soit faite sur cet effroyable massacre qui avait fait 156 morts. Aymeric Troignon. 156 morts, mais également plus d'une centaine de femmes violées. 13 ans jour pour jour après ce massacre survenu au stade de Conakry, les présumés auteurs vont finalement comparaître devant la justice guinéenne à partir de ce mercredi. Pour les parents des victimes, c'est un soulagement et l'espoir de voir jaillir la vérité à l'issue de ce procès. C'est la vérité qui approche. Nous sommes très satisfaits du fait que, parce que vous savez, tout le temps on demandait à ce que Alpha accepte de les mettre en congé jusqu'au moment où la justice va donner son verdict. Aujourd'hui, c'est le moment. Pour rappel, le 28 septembre 2009, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry pour manifester leur désapprobation face à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, à l'époque chef de la junte. La manifestation avait été réprimée dans le sang et de nombreuses femmes violées. Marietou est l'une d'elles. Ils m'ont pris ma virginité, ils ont déchiré mes habits. Après ça, je suis tombée malade, je vomissais, j'avais des maux de tête. Comme ça ne passait pas, on m'a emmenée à l'hôpital et les médecins ont découvert que j'étais enceinte. Pendant ma grossesse, je me cachais pour ne pas que les gens se moquent de moi. Il y a beaucoup de filles qui ont avorté, mais moi j'ai refusé. Je ne savais pas si c'était le seul bébé que Dieu allait me donner. C'est pour ça que j'ai préféré le garder. Mardi, à la veille de l'ouverture du procès, l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été arrêtés et envoyés en prison. Une arrestation contre laquelle s'insurge leur avocat. Mais d'autres prévenus dans ce dossier, depuis plusieurs années, étaient déjà détenus. Aujourd'hui, avec des larmes aux yeux, que nous avons assisté à cette injustice qui a consisté à embarquer nos 6 clients et à les conduire à la maison centrale où ils seront retenus sûrement tout le temps de la procédure. Il y a le colonel Claude Pivi, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Thiebro Camara, le colonel Blaise Guémou, M. Mohamed Kalonzo et le général Chérif, Ablaï Chérif. Après 8 ans d'instruction, ce procès très attendu démarre enfin. Il avait été repoussé à plusieurs reprises sous le régime de l'ex-président Alpha Condé. Plusieurs personnes pointées du doigt dans ce dossier sont restées en fonction jusqu'au départ d'Alpha Condé. 450 personnes se sont constituées partie civile et une trentaine de victimes devraient se succéder à la barre pour témoigner. Dans le conflit qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire au sujet des 46 soldats ivoiriens toujours détenus depuis juillet dernier, le secrétariat général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi dans un communiqué à la libération immédiate des 46 soldats dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali. On l'écoute. Quelques jours après la CEDEAO, c'est au tour de l'ONU de réclamer la libération des militaires ivoiriens détenus à Bamako. Lundi, le secrétariat de l'ONU a appelé dans un communiqué à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet. Un geste qui entrerait dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali, selon Antonio Guterres. Je soutiens fortement tous les efforts pour faciliter cette libération,
ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays. J'apprécie profondément la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et à la MINUSMA en particulier. L'arrestation de ces soldats ivoiriens le 10 juillet à Bamako et leur inculpation mi-août pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État a tourné à la crise diplomatique entre les deux pays voisins. La junte malienne au pouvoir qualifie ces soldats de mercenaires, tandis qu'Abidjan assure qu'ils étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA, une version contestée par Bamako. Ces mercenaires ivoiriens qui sont arrivés le 10 juillet à Bamako sont arrivés sans notification préalable, sans l'accord des autorités, avec des armes de guerre. Aucun pays sérieux n'admettrait que des hommes en armes arrivent dans le pays. Dans ce contexte, la CEDEAO s'est saisie de ce dossier. Le Mali estime qu'il s'agit là d'un dossier bilatéral entre deux pays frères, qui est indifférent, qui doivent trouver les moyens par le dialogue de pouvoir le régler. Et la contribution des autres est naturellement bienvenue. Mais cette question, telle qu'elle a été amenée à la CEDEAO, nous semble être biaisée. Et les décisions qui sont sorties de ce sommet extraordinaire qui s'est transporté à New York ici seront appréciées par le gouvernement du Mali qui s'exprimera officiellement sur cette question. Mais nous pensons que c'était pratiquement un tribunal. Ce mardi, 3 présidents d'Afrique devaient se rendre au Mali pour rencontrer les autorités de la transition. Ils ont été chargés par la CEDEAO d'obtenir la libération des soldats ivoiriens, mais les autorités maliennes ont avorté leur venue officiellement pour une question d'agenda. La France, qui est la cible récurrente des attaques de la junte malienne, a fait savoir par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est actuellement en visite en Côte d'Ivoire, qu'elle est indignée par la prise en otage des soldats ivoiriens au Mali. On l'écoute. La situation difficile qui se déroule au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés. Je vous le disais en titre, au Niger, la décision a été prise par les autorités de suspendre le transit des produits pétroliers destinés au Mali voisin pour des raisons sécuritaires. D'après les autorités, cette décision n'est pas une réponse aux attaques du Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à l'encontre du président nigérien Mohamed Bazoum, étant donné qu'elle a été prise 3 jours avant la sortie du chef du gouvernement de la junte, Soukaina Skali. Le Niger suspend le transit des produits pétroliers vers le Mali, une décision prise par le gouvernement nigérien dans une note de service de douane datée du 21 septembre. En outre, l'utilisation des autorisations déjà délivrées pour accomplir les formalités de transit des produits pétroliers non destinés à la MINUSMA est suspendue. Si aucune explication officielle n'a accompagné la note, le ministre des Finances nigérien, Ahmad Jidoud, évoque une décision de longue date. Interpellé en août par la société nigérienne du pétrole sur des actes frauduleux sur leur territoire, l'exécutif a répliqué. À la prise de ma décision de suspension le 9 septembre, nous avions déjà un contingent important de citernes à l'entrée du pays, qui est lié bien sûr aux autorisations que nous avions accordées. Il me paraissait injuste de dire que nous suspendons et que ces camions doivent repartir. Et j'ai demandé à la Direction générale des douanes de prendre les dispositions pour les escorter jusqu'à la sortie des frontières. Le ministre des Finances avait alors déjà pris la décision de suspendre l'acheminement des produits pétroliers du Nigeria vers le Mali. Selon lui, ces sociétés reversaient leurs produits exonérés des taxes et des droits de douane sur le marché nigérien sans en avoir le droit. Une fois que nous aurons apuré ce stock qui était déjà au niveau des frontières, nous prenons la circulaire pour interdire l'entrée et la sortie des hydrocarbures vers le Nigeria, vers le Mali. Et c'est le 21 septembre que le directeur général de la douane a pris la circulaire sur la base, bien sûr, des mesures suspensives que j'ai prises le 9 septembre. Autre motif évoqué entre les lignes, des cas de détournement de camions transportant des hydrocarbures par des groupes djihadistes. Hasard du calendrier ou pas, cette annonce intervient 3 jours après la diatribe du Premier ministre par intérim malien à la tribune de l'ONU. Abdoulaye Maïga y a critiqué le président Bazoum en le qualifiant d'étranger. Mais Niamey assure que ces mesures n'ont aucun rapport. Pour autant, cette suspension du transit des produits pétroliers risque de fragiliser encore plus les relations déjà tendues entre les deux pays sahéliens.
Je vous en parlais hier, l'attaque terroriste au Burkina Faso lundi près de la localité de Gaskindé dans le nord du pays a vu le bilan des victimes s'alourdir. Aujourd'hui, on parle de 11 morts, principalement des soldats, mais aussi de la disparition d'une cinquantaine de civils. Selon l'état-major burkinabé, le convoi a été la cible d'une embuscade, la deuxième ce mois-ci, après celle qui a eu donc lieu au début du mois et qui avait coûté la vie à 35 personnes, dont plusieurs enfants. Santé à présent. En Afrique, les cas d'Ebola se multiplient. Au moins 23 personnes seraient mortes en Ouganda et depuis une semaine, 16 de plus ont été recensées dans le pays. De quoi alerter le Rwanda voisin qui a déclenché l'alerte maximale. L'Organisation mondiale de la santé redoute une propagation dans les pays proches. Adiata Ongoiba pour les détails. La présence du virus Ebola en Ouganda préoccupe davantage le Rwanda, pays voisin. Une alerte maximale a été déclenchée ce mardi par les autorités rwandaises. Objectif : prévenir contre l'épidémie d'Ebola. Pour l'heure, aucun cas n'a été officiellement signalé dans le pays. Toutefois, quelques mesures de prévention ont été mises en place. Les passagers qui arrivent au Rwanda en provenance d'Ouganda sont désormais soumis à des tests de sérologie et doivent passer également 3 semaines à l'isolement. Jusqu'à présent, tous les districts frontaliers d'Ouganda ont adopté des stratégies pour connaître les lieux de provenance des voyageurs qui entrent. Ceux qui présentent des symptômes sont admis à l'hôpital pour plus de suivi. Ceux qui ne présentent aucun symptôme sont acheminés vers un endroit bien aménagé. Si rien ne change, ils peuvent rentrer chez eux. Depuis quelques semaines, l'Ouganda est touché par le virus Ebola. À ces jours, selon un décompte de l'OMS, le nombre de morts s'élève à 23. La plupart des cas et décès sont enregistrés à Mubende, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Kampala. Des restrictions de voyage pour les travaux non essentiels dans le district de Mubende, épicentre de l'épidémie, ont été imposées. Pour limiter le nombre de contaminations, les autorités ont commencé à vacciner des travailleurs de première ligne dans les zones frontalières avec la RDC. Nous avons déployé 12 000 doses de vaccins et nous attendons 10 000 doses supplémentaires ce mois-ci pour contrôler une éventuelle propagation d'Ebola dans le pays. D'autres pays comme la Tanzanie intensifient le contrôle de leurs frontières, mais l'OMS déconseille toute restriction de voyage et de commerce vers l'Ouganda. L'ex-président français François Hollande est actuellement en déplacement en République démocratique du Congo où il s'est prononcé sur la nécessité de mettre fin aux ingérences tout en réclamant une force des Nations Unies plus efficace pour ramener la paix dans l'est du pays déchiré par le conflit avec les rebelles du M23. Mathieu Nicolas. Guidé par le directeur adjoint du Musée national de Kinshasa, François Hollande prend le temps d'admirer les œuvres qui lui sont présentées. Accompagné de son épouse, l'ex-président français doit inaugurer ce mercredi dans l'est du Congo le bloc opératoire du docteur Mukwege. Sa visite, ici au musée national, n'était donc qu'une halte. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée pour, à Kinshasa, visiter le musée national. Et je remercie vraiment ces dirigeants parce que c'est une exposition tout à fait remarquable sur l'histoire en définitive du Congo. Attendu mercredi à Bukavu, l'ex-président se rendra dans l'une des provinces de l'Est de la RDC, en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés. Occasion pour François Hollande d'appeler à la cessation de toute ingérence étrangère en RDC. C'est une zone qui reste encore, hélas, trouble et avec des victimes civiles nombreuses. Et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et hélas des agressions dont les femmes sont les victimes. Pour ramener la paix dans l'Est déchiré de ce grand pays d'Afrique centrale, l'ancien président français ne prône pas seulement la fin des ingérences. François Hollande plaide aussi pour une force des Nations Unies plus efficace dans le pays. Cette présence des forces des Nations Unies, elle est indispensable pour dissuader, pour protéger. Et il ne faudrait pas, parce que justement il y a encore des exactions qui sont commises, que l'on mette cette mission-là en cause. Donc je pense que ça sera sans doute une des responsabilités
du secrétaire général des Nations Unies, de Gutiérrez, et aussi d'un Français qui s'occupe des missions pour le maintien de la paix, de constituer des forces qui soient beaucoup plus efficaces pour aller même au contact des groupes qui terrorisent les populations. Même si le départ de la force onusienne est souvent réclamé par des manifestants en raison d'une incapacité à ramener la paix, François Hollande estime que remettre en cause leur présence serait impardonnable. En France, selon une étude du ministère de la Santé publiée hier mardi, les établissements de santé français ont supprimé plus de 4300 lits d'hospitalisation complète et créé dans le même temps 2700 places d'hospitalisation partielle. Au total, plus de 21 000 lits ont été supprimés sur la période 2016-2021. 12e nuit de protestation en Iran. L'ouragan Yann qui menace la Floride après avoir coupé l'électricité à Cuba et 2 explosions sous-marines sur le gazoduc Nord Stream, c'est le reste de l'actualité. En Iran, pour la 12e nuit consécutive, les manifestants sont descendus dans les rues mardi dans plusieurs villes du pays. Ils continuent de protester contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. Le président iranien Ebrahim Raïssi a appelé les forces de l'ordre à agir fermement contre ceux qui portent atteinte à la sécurité du pays et du peuple. Selon un dernier bilan donné mardi par l'agence presse iranienne Fars, environ 60 personnes ont été tuées. Mais le bilan est contesté par des ONG qui parlent d'au moins 75 personnes tuées. Ce mercredi, le commandement de la police en Iran a averti que ces unités s'opposeraient avec toute leur force aux manifestants. L'ouragan Yann, qui a ravagé mardi la province de Pinar del Rio, à l'ouest de Cuba, a plongé le pays dans le noir, en raison de dégâts sur les réseaux électriques. L'ouragan n'aurait pas fait de victimes, mais a laissé derrière lui d'innombrables scènes de désolation et une panne nationale d'électricité. Après Cuba, l'ouragan de force 4 menace désormais la Floride, où l'alerte face à un phénomène extrêmement dangereux a été déclarée. L'état d'urgence a été décrété par le président Joe Biden. 2 explosions sous-marines très probablement dues à des détonations ont été enregistrées ce mardi à proximité des sites des fuites de gazoduc Nord Stream 1 et 2, peu avant leur détection. Selon le sismologue danois Peter Schmitz, 2 émissions massives d'énergie de magnitude 1,9 et 2,3 ont été répertoriées. Face à ces fuites inexpliquées, les suspicions de sabotage se multiplient. L'Ukraine va jusqu'à accuser Moscou d'attaques terroristes planifiées contre l'Union européenne, sans avancer de preuves. La thèse de l'accident écartée, les dirigeants européens privilégieraient un acte de sabotage que la Russie dément avoir perpétré. Les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Zaporijia, Kherson, Lugansk et Donetsk ont revendiqué mardi la victoire du oui en faveur d'une annexion par la Russie lors des référendums d'annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kiev. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un tweet, a dénoncé mercredi des scrutins illégaux aux résultats manipulés. L'Union européenne dénonce la tenue des référendums illégaux et leurs résultats falsifiés. Il s'agit d'une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans un contexte de violation systématique des droits de l'homme. Nous saluons le courage des Ukrainiens qui continuent de s'opposer et de résister à l'invasion russe. Tout autre chose maintenant, puisque je vous propose de partir à la découverte des dérivés du manioc, l'un des rares tubercules qui peut se consommer des feuilles jusqu'aux racines. Au Cameroun, à l'occasion d'une foire qui lui est dédiée, des producteurs et commerçants venus de diverses régions ont présenté au grand public une multitude de produits alimentaires faits à base de manioc. Chimène Baleba, Pierre Perfendongo et Cyril Guijoy. C'est une nouvelle spécialité que les producteurs et transformateurs de manioc tentent de faire découvrir, du whisky de manioc. Objectif, limiter l'importation des boissons alcoolisées. Nous faisons la pâte de manioc, nous la mélangeons avec de l'eau et puis maintenant on la laisse fermenter. Quand la fermentation est à jour, on distille, ça coule, on recueille le liquide de l'alcool et nous procédons à la séparation de l'éthanol avec le phénol. D'un autre côté, Béatrice qui propose un lait végétal sans matière ajoutée.
du yaourt de manioc fait maison après seulement 2 jours de fermentation. On creuse le manioc, le frais manioc qu'on nettoie, on lave, on enlève dans les pots, on gratte. Après avoir fini de gratter, on recueille, on met dans l'eau. Le jus descend. C'est le jus là qu'on fait le lait. Quand on obtient ce lait, c'est en ce temps-là qu'on peut composer le yaourt. La foire du manioc et ses dérivés, c'est le manioc vu sous toutes ses formes. De la pâtisserie avec des gâteaux et pains de manioc, de l'amidon, du couscous de manioc, sans oublier des feuilles vertes de manioc. Dans le pays où nous vivons, je vis en France, et là-bas, il y a la fête du cidre, il y a la fête du pain, il y a la fête de ceci. La filière manioc, c'est une diversité d'acteurs. Il y a des acteurs institutionnels, des coopératives, des femmes rurales, tout cet ensemble de personnes qui travaillent au quotidien à permettre justement à cette activité de grandir. La visée est de montrer la portée de ce secteur fragile qui pourrait pourtant employer des milliers de Camerounais. Le fait de mettre côte à côte les acteurs comme nous avons pu le faire, comme nous souhaitons le faire, c'est de permettre justement que soit boostée cette activité qui met côte à côte des personnes qui au quotidien travaillent chacun de son côté pour améliorer ses conditions de vie. Le manioc fait partie des aliments sur lesquels le Cameroun compte pour rentabiliser la zone de libre-échange continentale africaine. Plus de 40 millions de tonnes sont produites par an en Afrique centrale. Et avant de terminer cette édition, un mot de football avec le match qui opposait hier le Portugal à l'Espagne. Et ce sont les champions du monde 2010 qui ont remporté ce match 1-0 en toute fin de rencontre sur une réalisation de Morata. Grâce à ce résultat, l'Espagne a obtenu sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations qui aura lieu en juin 2023 aux Pays-Bas. C'est la fin de votre édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. Restez sur Télé Sud, nos programmes continuent. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.